Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce Grand JT, crise sociale en Martinique, les manifestations contre la vie chère initiées par le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes ont secoué l'île avec des tensions croissantes et des affrontements avec les forces de l'ordre. Plus d'informations avec nos partenaires de Via ATV Martinique sur place. Le harcèlement scolaire, une préoccupation importante en Corse. À l'université de Corté, un séminaire a rassemblé la communauté éducative et ses partenaires pour renforcer les actions contre ce fléau. Un événement qui met en avant l'engagement de tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Notre partenaire Télépaisé, la chaîne TNT de Corse, présente les initiatives tout à l'heure dans ce journal. Les Vosges se parent de rose dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein. Des milliers de personnes ont participé à une course à pied à Épinal. Un événement qui vise à informer le public quant à l'importance du dépistage régulier et aussi encourager les femmes à prendre soin de leur santé. Un reportage de Vosges Télévision dans ce journal. Nous irons également en Gironde pour suivre une brigade de gendarmerie, pas comme les autres. Le temps d'une journée, ces derniers se sont initiés au travail des vignes dans le vignoble du Haillot. Une immersion qui leur a permis de découvrir les étapes de fabrication du vin tout en prenant conscience des défis que rencontre la filière viticole. Un sujet du groupe Sud-Ouest TV7. Depuis le début du mois, la Martinique est le théâtre d'une mobilisation populaire. Au centre des revendications, la lutte contre la vie chère. Des tensions ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre et des discussions ont été organisées entre les différents acteurs du secteur, à savoir la grande distribution, les transporteurs, l'État et la collectivité territoriale de Martinique. Le point sur la situation avec Loïc Régis pour nos partenaires Via ATV sur place. Entamée le 1er septembre au matin, la mobilisation contre la vie chère se déroule d'abord dans le calme et rassemble une centaine de personnes. On ne peut pas s'en sortir, j'ai 2 enfants, je ne peux pas m'en sortir. Avec les prix qu'on pratique actuellement, c'est plus possible. Quelques jours plus tard, débute la première table ronde. Préfets, acteurs du monde économique, politique et associatifs se réunissent pour débattre de la cherté de la vie. Les membres du RPRAC quittent rapidement les négociations, mécontents que la rencontre ne soit pas diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Il faut reconnaître, c'est eux qui sont à l'initiative du mouvement et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Nous n'avons pas la même attitude quand nous sommes devant une caméra, vous le savez. Et il est naturellement, il continuera à être invité aux autres rendez-vous. Comme très souvent, les violences urbaines en marge de la mobilisation initiale ne sont pas en reste. Et c'est encore une fois le quartier Sainte-Thérèse qui est au centre des affrontements, pillage de magasins, barrages et incendies. Pendant plusieurs jours, le réveil est difficile pour les riverains. C'est idiot, ça sert à rien. C'est désolant, hein. Ça fait encore plus poubelle que c'était déjà. C'est en discutant qu'on arrive à obtenir un résultat. C'est pas en cassant, c'est pas en saccageant qu'on arrive à trouver une solution. Le 12 septembre s'est déroulée la 2e table ronde en préfecture. Une nouvelle fois, sans l'association RPRAC, si aucune décision n'a été prise, le système d'acheminement des marchandises et la fiscalité en Martinique sont pointés du doigt. L'octroi de mer n'est pas seul responsable du différentiel de prix entre la France hexagonale et la Martinique. C'est un élément du coût. Il appartient à la grande distribution d'affiner sa proposition. Il appartient aussi à l'État de travailler aussi sur les moyens de contrôle qui sont insuffisants. Ces derniers jours, la vague rouge semble s'intensifier. Plusieurs organisations et corporations appellent à soutenir la mobilisation contre la vie chère. C'est le cas des transporteurs, chauffeurs de taxi, mais aussi des syndicats, tels que la CGTM, la CSTM ou la CDMT. Les négociations, quant à elles, se poursuivent, même si le climat est encore loin d'être serein. Dans le Finistère, les agriculteurs proposent un programme visant à améliorer leurs conditions de travail. Un projet qui cherche à moderniser les pratiques agricoles pour favoriser une meilleure qualité de vie et de travail dans les exploitations locales. Des solutions concrètes ont été mises en place pour réduire leur pénibilité et encourager le bien-être professionnel. Reportage de notre partenaire TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Depuis 15 jours, Christian et Bernard Lecor testent la monotraite dans leur élevage laitier à Brasparts. Une vingtaine de personnes sont venues découvrir cette méthode pour peut-être l'appliquer dans leur ferme. On est en GAEC avec mes parents et dans 2 ans, ils vont partir en retraite. Donc ce serait une solution qui serait peut-être envisageable pour nous.
pourra nous soulager pour le travail parce qu'on ne serait plus que 2. La monotraite consiste à traire une fois par jour ses vaches au lieu de 2 fois. À 2 sur l'exploitation, il n'était plus possible pour Christian et son père d'assurer les 2 traites quotidiennes. Alors ils ont décidé de traire leurs vaches seulement le matin. J'aime bien traire mes vaches, mais traire 2 fois par jour, je trouve ça contraignant. Aujourd'hui, j'ai un enfant, faut aller le récupérer chez la nounou, faut aller à l'école. Souvent, il est 4h30, 17h, 18h. Si on a encore nos vaches à traire après, rentrer à 21h, on voit plus sa famille, on n'a plus de temps libre. Système de remplacement ou équipement adapté, plusieurs solutions existent pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Une nécessité alors que le secteur peine à attirer de nouveaux exploitants. C'est un métier qui est prenant, qui est passionnant, mais il faut trouver un équilibre. Et aujourd'hui, on voit aussi avec un changement de génération des agriculteurs un besoin d'avoir ces temps libres comme les autres, d'avoir des périodes de vacances. Des aides sont possibles pour aménager son exploitation. En 30 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 3 en France. On reste dans le milieu agricole, dans le sud-ouest. Les agriculteurs ont retourné les panneaux de signalisation à l'entrée des villes pour alerter sur la crise. Leur objectif, sensibiliser sur la baisse des rendements et l'endettement qu'ils connaissent. Un moyen pour eux d'alerter le nouveau gouvernement sur une situation qu'ils jugent intenable. Notre partenaire Via Occitanie a suivi la délégation reçue sur place. Regardez. La vraie question qu'on se pose, c'est qu'attend le gouvernement, qui est 200, 300, 500 suicides. C'est ça la vraie question, quoi. Nouvelle nuit d'action pour les agriculteurs gardois qui ont bâché les panneaux d'entrée des villes pour crier « on ne sait plus où l'on va ». Ça fait 6 mois qu'on attend des réponses sur certaines mesures structurelles qui sont toujours pas arrivées. Et je crois qu'il y a un moment donné, ça peut plus durer. Il faut vraiment que le gouvernement nous dise s'il veut encore de l'agriculture, que ce soit au travers une partie des aides PAC n'a pas été encore payée, des nouvelles calamités agricoles, c'est un désastre, personne ne touche plus rien, on n'est quasiment plus assuré. Les agriculteurs ont été reçus pendant 2 heures en préfecture. Ils ont exprimé ce désarroi croissant et inquiétant, même chez les jeunes. Des appels très souvent de personnes qui disent je m'en sors pas, il faut que j'en finisse, tout simplement. Donc c'est pas de trésorerie, pas de salaire qui rentre depuis des mois. Des situations où des fois compliquées du coup dans le couple du fait du manque d'argent, etc. Donc dans des cas très très compliqués à gérer. Annoncé ce vendredi, la mesure de la prime à l'arrachage pour les viticulteurs ne suffit pas. L'enveloppe de 120 millions d'euros équivaut à 30 000 hectares arrachés, là où les viticulteurs voudraient en arracher 100 000. On appelait un arrachage social. Il faut que les gens puissent arrêter le métier dignement. Et aujourd'hui, et même avec 4 000 euros hectare, ça suffit à peine à couvrir les frais. Je pense que dans les semaines et les mois à venir, il va falloir qu'il arrive des mesures autres aussi que l'arrachage. Le préfet du Gard a annoncé la mise en place d'une commission de désendettement. La tension est palpable dans les rangs et les syndicats disent craindre des débordements. Le harcèlement scolaire, un enjeu majeur en Corse aussi. En 2023, 102 cas de harcèlement scolaire ont été répertoriés sur l'île. À l'université de Corté, un séminaire a rassemblé la communauté éducative et ses partenaires pour renforcer la mobilisation contre ce fléau. L'événement a permis de montrer l'engagement de tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Notre partenaire Télépaisé est allé à leur rencontre pour mieux comprendre les actions menées pour protéger les élèves et sensibiliser aussi les adultes. Le premier recours est évidemment à l'intérieur de l'établissement scolaire, les conseillers d'orientation, les instituteurs, les assistantes sociales, les personnels médicaux, infirmiers, scolaires qui peuvent être en capacité déjà de recevoir les premières confidences des enfants malheureusement victimes de situations de harcèlement. Ne pas hésiter à contacter les numéros gratuits qui sont mis à disposition et puis le cas échéant, ne pas hésiter à écrire au service de la justice, au procureur de la République en particulier pour porter à sa connaissance une situation. L'académie est très présente et dans toutes ses strates. Je dirais du terrain, les élèves, les équipes enseignantes, jusqu'au service académique et au rectorat. Et c'est comme ça qu'on peut gagner cette bataille de tous les jours contre le harcèlement scolaire. Et puis, je vous le disais dans les titres, des vendanges hors du commun dans le vignoble du Ayotte en Gironde. Une brigade de gendarmerie s'est initiée le temps d'une journée au travail des vignes. Au-delà de découvrir les étapes de fabrication du vin, les gendarmes ont pu mieux comprendre les défis rencontrés par la filière viticole. Un reportage signé Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Un coup net. Le geste semble maîtrisé, du moins en apparence. Ça, on l'a jamais fait. On pensait que c'était simple et en fait,
ça n'est pas tant que ça. Et encore aujourd'hui on nous fait grâce, il faut tout ramasser alors qu'habituellement dans le Sauterne on doit choisir que le raisin pourri. Là on nous a dit qu'on ramassait tout, c'est quand même plus simple. Au milieu des vignes de cette exploitation familiale en appellation Sauterne, la scène a de quoi surprendre. Moi je suis originaire d'ici mais c'est vrai que j'étais plus dans les huîtres que dans le vin, quoi. Une dizaine de gendarmes de la brigade de Pau-d'Ensac et de Cadillac, dans la peau de vendangeurs. Et on coupe à quel niveau du coup? De quoi intriguer les professionnels les plus aguerris. Ça fait plaisir de voir des gendarmes qui découvrent un peu notre métier, qui, cela dit, parfois n'est pas évident non plus. Mais les avoir avec nous, ça fait plaisir. Une bonne ambiance, un léger gain de temps pour les ouvriers de la vigne. C'est physique, hein. Ouais. Mais surtout, une immersion cruciale pour ces militaires, dans le cadre du plan 20 lancé il y a 1 an, avec à la clé 20 mesures pour venir en aide à la filière. Ce jour-là, ils découvrent donc pour la plupart ce territoire et les réalités du monde viticole. Ils ont été confrontés ces dernières semaines à des dépôts sauvages dans les vignes. Ils sont victimes de vols de raisins. Récemment encore sur cette appellation, 2000 litres, l'équivalent de 2000 litres de vin ont été volés sur des parcelles. Donc l'idée c'est de pouvoir identifier ces phénomènes. Identifier les phénomènes en allant au plus près de la filière, c'est justement l'ADN de la gendarmerie qui multiplie les actions pour être plus efficace face à la délinquance. On peut aller faire un diagnostic de sécurité sur une exploitation parce qu'il y a eu un phénomène d'atteinte aux biens, de la prévention en matière donc cyber, parce que les viticulteurs eux aussi sont exposés à une menace, à la cybermenace, de la sécurisation des vendanges avec des patrouilles et des moyens nouveaux, une mobilité verte que nous développons en gendarmerie avec des quads, des trottinettes électriques que nous utilisons aussi dans ce milieu particulier. En conséquence, une alerte SMS gratuite a été mise en place pour alerter les viticulteurs sur une infraction en cours. Un dispositif qui porte ses fruits. Le nombre de dépôts de plaintes est en nette augmentation. On se rend maintenant dans les Vosges pour le mois de sensibilisation du dépistage du cancer du sein. De nombreuses actions de prévention et de sensibilisation ont été mises en place dans la région. Dans les rues d'Épinal, elles étaient 6500 à se mobiliser pour une course lourde de sens. Le but, informer le public et encourager les femmes à se faire dépister régulièrement. Un sujet de nos partenaires sur place de Vosges Télévisions. Une marée rose à l'échauffement. La 9e édition des Foulées Roses pinaliennes a battu des records. Elles et ils étaient 6500 juste avant le départ, à l'invitation de la Ligue contre le cancer, soit 400 de plus que l'année précédente. L'argent collecté permet de développer des soins de support pour les personnes malades. Donc l'activité physique adaptée, la socio-esthétique, la sophrologie, le soutien psychologique, tous ces soins de support sont gratuits pour les patients et ils permettent de les accompagner pendant le traitement et après le traitement. À 10 € l'inscription, voilà qui conforte le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer pour aider au quotidien les malades et leurs proches. Un maître mot, le dépistage pour donner le maximum de chances de guérison, sachant qu'une femme sur 8 développe cette maladie au cours de sa vie avec un risque plus élevé entre 50 et 74 ans. Pour cette marée rose, pas question de baisser les bras, aucun rétrécissement en vue, bien au contraire. De plus en plus d'hommes consolident le peloton, 1% des cancers du sein sont masculins. Mais pour convaincre chacun de participer au mouvement collectif, rien de tel que la force des témoignages. Petit retour en arrière, juste avant le départ, Lydia a fait part de son expérience de la maladie en dévoilant pour la première fois son crâne après traitement. J'ai détecté une boule qui s'est avérée être un cancer du sein agressif. Et le fait d'avoir détecté assez tôt, dès le mois de janvier, j'ai été prise en charge. Et aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon parcours de soins. Comme quoi, le dépistage précoce, ça aide. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. Je pense que j'ai été bien accompagnée aussi par mes proches, ce qui fait que voilà, j'ai rien lâché. Angélique, la marraine de ces Foulées Roses, a également fait part de son expérience personnelle. Mon cancer, je l'ai eu à l'âge de 26 ans, sans antécédent dans ma famille. Donc ça reste un message qui est important pour les jeunes. Donc dès son plus jeune âge, il faut savoir que ça existe. Et il faut se palper et en parler et pas rester dans son coin en se disant non, ça ne touche pas les jeunes.
Autre chose dans l'actualité, à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, des lycéens de Moselle ont eu l'occasion de collaborer avec la rédaction du journal satirique pour la création d'un numéro spécial. Un projet qui permet aux étudiants de découvrir les coulisses du journalisme et de s'exprimer sur des sujets d'actualité. Plus de détails sur cette initiative avec nos partenaires de Moselle TV. Regardez. Comme au sein d'une rédaction de journalistes, ces jeunes proposent des sujets pour leur futur journal. Notamment si Donald Trump est réélu. Vous envisagez Donald Trump, en fait vous avez déjà écrit l'article dans votre tête. Et ici, ils sont encadrés par le rédacteur en chef et le directeur de Charlie Hebdo. Au milieu, la double centrale, qui peut être beaucoup de choses. Le plus souvent c'est un reportage ou une enquête. C'est marrant comme tout, mais pour l'instant, c'est un peu trop. Ça part dans tous les sens, c'est très fouillis. Donc, chaque lycée et chaque élève participant a ses envies auxquelles il tient. 10 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, 14 élèves de la région Grand Est apprennent les codes de la presse satirique. Il faut trouver le bon angle qui coïncide, qui dira quelque chose d'intéressant au lecteur. Émouvant de voir que c'est d'abord toujours dans la mémoire collective, même de gens qui étaient jeunes à l'époque. C'est pas seulement la mémoire de l'événement, mais c'est de leur transmettre aussi le goût de faire un journal, le goût qu'on a de faire un journal satirique. Un moment de partage et de sérieux, résumé en un mot. Impressionnant, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit d'une telle ampleur. On sent qu'ils sont très, très sages, on a envie de dire que c'est des esprits très puissants. C'est impressionnant aussi la protection policière. Tout ce qui s'est passé à cause de l'attentat, ça s'est pas arrêté à là et qu'on peut continuer justement dans cette liberté d'expression. La publication finale aura lieu le 7 janvier. Ce journal collaboratif sera distribué dans les lycées concernés. Et puis à Marolles dans la Loire, un arboretum dédié aux arbres du monde entier a vu le jour. Ce lieu qui rassemble des conifères issus de tous les continents vise à sensibiliser les visiteurs à la biodiversité. Une initiative qui fait de cette zone une référence pour les passionnés de nature et de botanique, quitte même à se transformer en classe d'école à ciel ouvert. Une manière ludique d'apprendre aux enfants à découvrir la nature qui les entoure. On écoute tout de suite le maire de Marolles, Daniel Dubost, au micro de nos partenaires de TL7. On l'aménagera pour en faire une classe plein air, pour que les enfants viennent avec leur maître faire classe ici. Avec un pupitre, avec des bancs. Là aussi, on va avoir un parcours très ludique, pédagogique et très ludique qui est en train d'être mis en place avec un site et avec un QR code qui permettra d'avoir de la réalité augmentée. Et puis le réseau TikTok dont on entend beaucoup parler est aussi un réseau social qui sensibilise au handicap. Marine Pasmar et sa fille Alessia, atteinte de trisomie 21, utilisent TikTok pour sensibiliser à cette maladie. Depuis 4 ans, elles partagent leur quotidien sur ce réseau social et exposent leurs défis et leurs moments de joie en famille. Une démarche qui vise à changer le regard sur la trisomie et à former une communauté bienveillante et informée. Reportage d'Eline Wisnicki pour Canal 32. Regardez. 302 000 abonnés et 5,3 millions de likes sur TikTok. Marine et sa fille Alessia ont aujourd'hui acquis une notoriété sur le réseau social. Pour cette mère et sa fille, tout a commencé lors du confinement. Là où tout le monde s'est mis un petit peu sur les réseaux sociaux par ennui, on a posté 1 ou 2 vidéos parce qu'Alessia a toujours adoré danser et adore la musique encore à l'heure actuelle. On a posté 1 vidéo, 2 vidéos et puis ça a fini par prendre tout seul autant d'ampleur qu'on ne pensait pas. Si à l'origine l'objectif était de rompre l'ennui, aujourd'hui la Troyenne utilise sa notoriété pour sensibiliser à la trisomie 21 et plus largement au handicap. On s'est dit pourquoi pas continuer et montrer que finalement la trisomie 21 c'est pas une enfant qui va forcément baver ou une enfant forcément qui va être diminuée vraiment et montrer également que c'est pas une fatalité en fait, c'est vraiment le combat de notre compte. On est assez transparente en tout ce qui va concerner Alessia, que ce soit les rendez-vous médicaux, etc., ou les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Qui dit réseaux sociaux dit commentaires parfois désobligeants, voire insultants. Une situation pas toujours facile à gérer pour la créatrice de contenu. Au début, ça m'atteignait beaucoup. Je m'écartais souvent des réseaux sociaux justement pendant 1 mois ou 2, histoire de faire redescendre un petit peu cette pression, parce qu'au départ, j'avais vraiment du mal avec ça. Maintenant, très honnêtement, je le dis tout le temps, mais il me donne encore plus l'envie de me battre. Au-delà de l'aspect sensibilisation, la création de vidéos permet à Marine d'enrichir sa relation avec sa fille,
en partageant une activité commune. Un moment qu'on va partager dans un parc, ça peut être des trends qu'on voit aussi défiler sur TikTok qui sont adaptés un petit peu à Alessia, des petits vlogs comme la rentrée scolaire, des petites choses comme ça. Et si elle est d'accord, évidemment, parce que je ne la force jamais. Si je vois qu'elle n'est pas d'humeur à danser ou à faire des vidéos, je ne la force pas. Donc il y a des fois où il n'y a pas de contenu qui est posté, mais c'est comme ça, c'est avec une enfant, donc il faut s'adapter. Anciennement vendeuse en boulangerie, Marine a arrêté de travailler à la naissance d'Alessia. Depuis le mois de juillet, la Troyenne développe avec TikTok France une agence de formation au live TikTok. Et puis, autre idée ambitieuse, on part en Haute-Savoie, à Balmont cette fois-ci. Les habitants se sont engagés à transformer le presbytère local en un tiers-lieu communautaire. Un nouvel espace proche d'Annecy qui vise à offrir des services de proximité tout en favorisant l'essor de la vie sociale dans le village. Rencontre avec les acteurs de cette initiative, un reportage de Fanny Savard pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. C'est un lieu qui redonne de l'espoir aux habitants de Balmont. Voici le presbytère de ce quartier rural d'Annecy, situé à 12 km de la capitale aux Savoyardes. Dans le cadre du dispositif Amiral qui vise à réinventer des bâtiments historiques annéciens, l'association Revivre à Balmont vient de déposer un projet de tiers-lieu. C'est un quartier d'Annecy qui ne bénéficie d'absolument aucun service à part l'école. Donc on n'a absolument aucun commerce et aucun service public, quelques bus, pas de voie cyclable pour aller à Annecy. Donc le presbytère, c'est notre dernière opportunité d'avoir un endroit pour se rencontrer, pour faire vivre notre quartier. Et pour donner un second souffle au village, les habitants ont planché tout l'été pour imaginer des espaces de vie utiles et modernes dans cette bâtisse de 280 mètres carrés. Donc là, on est à l'étage du presbytère, dans une des salles du bâtiment. Qui serait dédiée, avec la salle certainement d'à côté, à un espace de coworking. Une grande salle de coworking, une future ludothèque, un café associatif ou encore une petite épicerie. Autant d'espaces qui ont été vivement plébiscités par les Balmontains. L'association a diffusé dans le village de 800 âmes des questionnaires pour recueillir l'avis des habitants. Ils sont près de 30% à avoir manifesté leur intérêt pour le tiers-lieu, preuve du besoin de convivialité du quartier. On habite à Balmont depuis 2 ans et on avait l'habitude de la ville. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui nous manque, le fait de pouvoir échanger avec les gens, de rencontrer du monde, etc. Et de pouvoir partager des moments. Même si la réponse finale ne sera donnée qu'en juin 2025 par la ville d'Annecy, l'élaboration du projet a déjà permis de franchir un cap, celui de rassembler les Balmontains. Et puis, comment redonner vie à Joinville? Notre partenaire Puissance TV a suivi 2 étudiants en architecture qui, à l'occasion de leur projet de fin d'études, se sont donnés pour défi de lutter contre la baisse démographique à laquelle la ville fait face. Celle-ci, qui comptait près de 5000 habitants dans les années 80, n'en recense plus que 3000 aujourd'hui, laissant alors de nombreux bâtiments inoccupés, certains même à l'abandon, vous allez le voir. On écoute tout de suite les solutions qui ont été imaginées pour tenter de revitaliser la ville. On a déjà fait une cartographie de la vacance à Joinville. Ensuite, on a cherché à répertorier plus précisément tous les édifices vacants. Donc on a fait une fiche en fait qui décrit chaque bâtiment vacant avec une photo, etc. Et ensuite, ça c'est plutôt une contrainte temporelle. On a 6 mois pour faire un projet. Donc on s'est dit en 6 mois, on a le temps de relever combien de bâtiments et de travailler sur combien de bâtiments. Et donc c'est comme ça qu'une quinzaine de bâtiments se sont imposés. François Hollande était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Le désormais député de la première circonscription de la Corrèze a répondu à mes questions sur ses rapports avec l'actuel Premier ministre Michel Barnier. Je vous propose d'écouter l'ancien président de la République. Vous qui voulez fédérer tout le monde, est-ce que vous pouvez fédérer pour aider ce gouvernement? Oui, mais pour aider, faut-il qu'il accepte d'être aidé? C'est pas le cas? Non, je ne crois pas. S'il préfère satisfaire les demandes du Rassemblement national ou de l'aile la plus droitière de sa majorité... Vous parlez avec lui directement, vous, ancien président, avec le Premier ministre actuel? Il est nommé Premier ministre, mais bien sûr que je le connais bien et qu'il y aura des occasions où nous pourrons nous parler. Mais tout ce qui ira dans le sens de l'intérêt des Français, je l'appuierai. Et puis quand la science vient au service de notre santé, le CHU de Saint-Étienne devient le premier hôpital de France à s'équiper d'un système chirurgical mini-invasif.
Cette technologie de pointe permet des interventions complexes par une seule petite incision et promet ainsi d'améliorer la chirurgie gynécologique. Avec une première opération réalisée début octobre, ce robot marque une avancée dans la chirurgie assistée, une innovation censée se déployer dans d'autres établissements français dans les 18 prochains mois et révolutionner la prise en charge des patientes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.